Après une longue vie erratique, en Afrique ou ailleurs, à construire ma vie de femme et de mère, avec mon petit Bézanville scolaire et mes mal d'expérience, je reviens à mon essentiel et plante ici ma plume, Ève de Lodèque. Nous sommes au rendez-vous de Jeanne et j'ai le plaisir de recevoir Ève de Lodèque, que vous connaissez plus peut-être sous le nom de Ève Chose Chapelle. Ève de Lodèque, bonjour. Bonjour Jeanne. Avez-vous planté votre plume et ce Bézanville scolaire et vos mal d'expérience sont-elles définitivement rangées? Alors, je ne pense pas que ce soit définitivement rangé. Je pense que je suis toujours un petit peu dans l'entre-deux. Mais disons que voilà, j'ai trouvé un endroit quand même à Bordeaux qui est quand même très très agréable. Donc pour le moment, je suis réinstallée. Réinstallée. Et pourquoi cet ailleurs? Alors c'est ailleurs, bon, je suis parisienne hein, de naissance et de famille en fait, puisque toute ma famille a toujours été à Paris. J'ai eu un mari qui m'a emmenée en Afrique pour son travail. Je suis donc partie pendant 30 ans en Afrique. J'y ai fait quand même une bonne partie de ma vie et j'ai passé mes années, ces 30 années, à déménager, à faire je ne sais pas combien de pays d'Afrique. Donc fatalement, c'était... je ne m'étais pas racinée. Et l'arrachement et l'attachement à ces terres qui se sont un peu éloignées, est-ce que ça vous lancine ou bien vous vous trouvez très bien maintenant? Je regrette toujours l'Afrique. Oui, alors je regrette certains souvenirs. Je ne les regrette pas. Je les revis, je les peaufine, je les raconte, je les écris d'ailleurs. Ces souvenirs. Et cette plume que vous avez posée, c'est un peu une terre que l'écriture? C'est forcément une terre puisque c'est quand même... Enfin, disons que j'ai toujours emmené ma terre, donc ma plume toujours avec moi. Donc forcément, je crois que la plume ne fait pas vraiment partie d'un lieu, mais on l'a en soi en fait. Elle est nomade. Voilà. Vous écrivez « Je voulais donner un sens à ma vie ». C'est une phrase qui m'émeut et me bouscule à la fois quand j'entends cette phrase, comme si quelqu'un a une urgence soudaine. Quand vient ce besoin de donner un sens à sa vie, Ève? Je crois que c'est lorsque l'on a des fêlures ou des cassures. On revit à chaque fois. Je crois qu'on a en fait plusieurs vies et c'est certainement la façon de rebondir. Donc ce qu'on décide de faire de sa vie, ce sont après effectivement maintes et maintes expériences qui sont plus ou moins heureuses. On a besoin de rebondir et de se recréer. C'est ce que vous faites. Ce que je fais en permanence. Ce que je fais en permanence. Ève, vous êtes d'une famille d'écrivains, comédiens, vous écrivez depuis l'enfance et vous êtes parolière également, oui. Je crois. Et vous parlez souvent de ces éclats de vivre. Je trouve ça très joli. Qu'est-ce que les éclats de vivre? Je crois que l'éclat de vivre, c'est en fait par comparaison avec la mort. La mort qui est un éclat également, qui est quelque chose de brusque et comme j'ai eu effectivement des expériences, je dirais, de mort, lorsque je rebondis, il faut le faire d'une façon éclatante. Bon, je suis, je pense, ce qu'on caractériserait comme quelqu'un de bipolaire, bien que ça ne veuille pas dire grand-chose. Oui. Et l'éclat, oui, l'éclat, c'est ce qui est en haut, mais aussi ce qui est en bas. Donc, l'éclat de vivre, je crois qu'on ne peut pas vivre doucement. Pour moi, la vie doit être sonore. Et sonore, existante, pas forcément brillante, mais un engagement, en fait. On doit toujours, je crois, s'engager, je ne parle pas au niveau politique, ou etc., mais un engagement de soi-même. Je dirige un peu cette, pardonnez-moi, c'est pas le mot diriger, mais cette interview en tentant de vous connaître et de vous connaître encore plus. Donc nous grappillons des mots de vous et j'essaye de les comprendre avec vous. Vous écrivez ces lignes qui m'interpellent. C'est le temps qui s'arrête, comme l'oiseau blessé qui tournoie en tombant, écrase les amants. Vous pensez le temps meurtrier, particulièrement pour les amants?
Oui, je suis effectivement, j'ai deux compagnes, je crois, dans ma vie. J'ai la mort et l'amour, Oui, qui sont presque pareils, puisque, comme tu l'avais défini tout à l'heure, il n'y a qu'une lettre qui change. oui, On en rajoute une ou on l'autre. Et c'est très proche en fait. L'amour, c'est la vie, mais ça peut être aussi la mort. Et effectivement, lorsque l'on meurt d'amour, c'est une destruction totale. vous avez et vous êtes toujours une grande amoureuse, je crois, Oui, amoureuse de la vie oui. et amoureuse, amour tout court. Voilà, l'amour et l'amour avec tout ce que ça entraîne, bien évidemment, de passion, d'abandon. En fait, c'est tous les côtés. Le blanc et le noir, ça n'est jamais horizontal, en fait, l'amour. Et c'est passionnant. Je ne pourrais pas vivre sans amour, ça c'est évident. Et je crois que toute ma vie a été effectivement ponctuée par l'amour. Par l'amour de tout, hein, aussi bien d'un homme, de mes enfants, de ma famille, de pays, de lieux. Et bien évidemment, celle qui m'est toujours fidèle, pour le moment, et j'espère très longtemps, c'est l'écriture. L'écriture, voilà, j'allais C'est vous dire. l'écriture. Oui, bien sûr, c'est une forme d'amour. Oui, c'est une preuve d'amour pour moi. Vous ajoutez, pour tous ces grands voyages que nous ne ferons pas, quel grand voyage auriez-vous aimé faire et que vous n'avez pas fait? Ça peut être des voyages. Je pense que dans ce des sont des pays ou voyages intérieurs. Oui, Voilà. ce sont les voyages intérieurs. C'est peut-être lorsque je reprends donc notamment ces mots-là, je les avais écrits parce que c'était des voyages accompagnés. C'est-à-dire, c'était des voyages en couple. Oui. Quand je dis en couple, c'est ce chemin de vie que l'on fait à deux. Et bien oui, quand d'un seul coup on dit ben non, ça ne se fera plus, ça n'existe plus, il n'y a plus l'amour ou l'amour a été cassé. Enfin, oui, il faut du coup réapprendre à marcher ailleurs. Et on peut réapprendre à marcher ailleurs. On peut toujours. Pour Il y a ma le part, rebond. je suis toujours descendue très bas pour pouvoir réussir à toucher le tréfonds, pouvoir donner le coup de pied au fond pour remonter. Vous me disiez tout à l'heure, je suis descendue très bas, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Vous avez un peu à la fois éclaté votre vie, vous l'avez brûlée, vous l'avez réinventée, rééclatée Oui. en des éclats de vie. Racontez-moi un peu ce passage, si c'est pas trop indiscret. Alors, c'est bien sûr des passages très personnels. Je vais dire effectivement, je vais faire un petit peu suivre le temps. J'ai été violée à 11 ans et demi. Donc, effectivement, c'est une fin de vie, ça. C'est une fin de vie et il faut une éternité de temps pour se reconstruire. Je l'ai occulté, comme font malheureusement beaucoup de victimes de viol, en me sentant coupable et la culpabilité étant tellement grande, on occulte. Mais j'ai traîné un mal-être et des tentatives de suicide pendant une bonne partie de ma vie, qui étaient toujours liées en fait, en réalité, à l'abandon. L'abandon, on m'abandonnait. Je ne vais pas revenir sur ce viol parce que j'ai écrit effectivement dessus une nouvelle. Je suis donc très très concernée par ça et pour aider effectivement les victimes. Je pense que de par mon expérience, je peux dire on peut revivre, mais à condition d'en parler. Bien sûr. Et alors effectivement, ces rebonds que l'on fait, on est aidé. Heureusement, il faut accepter d'être aidé, accepter de parler, parce que la langue est très très importante. Donc voilà, en fin de compte, mes failles de vie qui ont été... c'est bouleversant comme faille. Oui, c'est bouleversant. Disons que maintenant, je peux en parler d'une façon avec énormément de recul. Oui. Je l'ai intégré depuis pas très très longtemps d'ailleurs, hein, mais j'ai compris pourquoi j'avais eu toutes ces tentatives de suicide
qui ont pourri la vie, la mienne forcément, mais ceux de mes proches, et je leur demande toujours pardon de ça, mais disons que c'est une chose contre laquelle on ne peut pas lutter. Je suis admirative parce qu'au fond, c'est une multitude de petites morts que vous avez eues. Le viol de la petite fille que vous avez été. Oui, ce sont des petites morts, mais je dirais, oui, ce sont même des grandes morts, puisqu'il faut réapprendre à vivre, et c'est réellement un apprentissage qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile parce que on laisse forcément des parts de soi. Bien sûr. Je parle même pas seulement au niveau des neurones, des cellules qui peuvent effectivement avoir été abîmées. Heureusement, je ne l'ai a priori pas trop été. J'ai réussi quand même toujours à m'en sortir pas trop mal. Mais ça fait effectivement... j'ai engagé... Je n'ai pas engagé que moi en réalité. Oui. Lorsqu'on veut mourir, on pense qu'on est seul. Et on le fait sans réfléchir effectivement aux conséquences tout autour. Maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point ça a pu être insupportable, inacceptable pour mes proches. Vous parlez du sentiment d'abandon. Vous m'en parlez souvent, vous en avez parlé beaucoup. Oui, j'en parle encore d'ailleurs dans mon dernier livre. Donc, dites-moi un peu plus. C'est un mot qui est très bouleversant, l'abandon. C'est un mot qui fait peur aussi. Un mot aussi qui peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce que l'abandon? L'abandon, c'est d'un seul coup de se sentir rejeté et plus aimé. Et je pense que comme beaucoup d'auteurs qui sont peut-être, je dirais, qui ont une sensibilité exacerbée, ne pas être aimé est quelque chose de terrifiant. Donc j'ai ressenti ça, effectivement, avec les hommes qui ont traversé ma vie. Et j'ai ressenti ça également avec mon père. Mon père a quitté ma mère alors que j'étais quand même déjà adulte. Mais je me suis rendu compte que j'avais ressenti ça après avoir fait une analyse, une psychothérapie, que je le vivais toujours aussi mal parce que lorsqu'il a quitté ma mère, il a quitté toute la famille, il a quitté son travail, ses amis et ses enfants pour refaire des enfants ailleurs. Et ça a été absolument terrible pour moi. C'était le véritable abandon aussi. Et puis peut-être le tout premier abandon, bien c'était l'abandon de ma mère que j'ai adoré, que j'ai détesté également, mais qui n'a jamais été la belle image de mère que j'aurais voulu avoir. J'ai toujours en fait considéré, j'ai été abandonnée de mère parce que je me suis toujours sentie la mère de ma mère. Oui. Ma mère était une petite fille, en fait, qui a été une grand-mère extraordinaire pour ses petits-enfants. Tous mes sœurs. Elle a resté l'oiseau sur la branche. Mais pour moi, j'ai toujours eu une mère-enfant. Oui. Et cette mère-enfant, ça a pesé pour moi. Parce que ça m'a, je pense, donné des responsabilités trop tôt, peut-être. Je ne sais pas, j'avais besoin d'un soutien. Donc c'est vrai que l'abandon, je crois que c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Je suis bouleversée de voir ce chemin. Une petite fille violée, des tentatives de suicide, l'abandon du père, même s'il est parti vers l'amour, on ne peut pas dire autre chose. Bien sûr. Tout ça, et on a l'impression qu'à chaque fois, il y a un rebond en vous. Il vient de votre rage de vivre. Je crois. De votre envie de vivre, et la rage de vivre. Oui, la rage. La rage, c'est effectivement un mot en plus qui me caractérise, puisque je suis rageuse. Je suis rageuse. Disons que lorsque je veux mourir, je veux mourir. Mais lorsque je veux vivre, je veux vivre. Mais alors pleinement. Les deux, c'est toujours pleinement. En fait, ma vie est excessive. Je suis excessive, je crois. Ève, je vous lis souvent sur les réseaux sociaux, mais j'ai lu vos livres. Et je sais que quand un auteur ou même un artiste a un public devant lui, il attend quelque chose, il attend cet instant d'émotion. Est-ce que vous avez l'impression que vos lecteurs se reconnaissent dans vos mots et c'est ce que vous attendez quand vous lisez en public? Parce que j'ai vu plusieurs vidéos de vous. Je crois que c'est ce que j'attends. En fait,
qu'ils se reconnaissent, ça n'est pas forcément se reconnaître, mais qu'ils interprètent mes mots à leur façon. Donc, c'est encore une façon d'ailleurs d'être aimé, mais de passer. Oui. Je crois que c'est très important, enfin pour moi c'est très important d'être comprise et d'apporter quelque chose. J'ai besoin en fait d'apporter un plus aux gens, je n'aime pas ce mot-là, mais je dirais mes lecteurs, pour moi c'est mes amis. Oui. C'est une façon de créer des liens, ça me semble très important, et que ce soit par des lectures ou par la voix. C'est vrai que j'aime énormément lire mes textes, parce que bon, il y a effectivement cette émotion qui passe. Je crois que c'est le fait d'avoir été élevée aussi par des comédiens. Bien sûr. Dans ma famille, on a toujours joué la comédie. Un peu trop d'ailleurs, parce que on ne savait plus quelle était la réalité et quelle était la part de comédie. Et peut-être que lire à haute voix aussi, c'est une forme de thérapie, de faire sortir ce que c'était un de vos titres, Crie-lance. Oui, absolument. Crie-lance, combien de fois je l'ai crié ce mot-là. Qui a trouvé le titre? Moi. C'est très beau. Moi. C'est toujours vous qui trouvez vos titres? Oui. Parce que vos titres sont en soi déjà un choc. En fait, j'adore les titres de livres. Parfois, enfin bon, vous savez comment je travaille. Oui. Travaille. Déjà, je n'emploie pas ce mot. On me le reproche parce qu'on me dit non, un poète doit travailler. Honte à moi, je ne travaille pas, j'ai des fulgurances et j'écris sous fulgurance. Et en fait, je pense que je l'avais déjà dit d'ailleurs d'autres interviews, je crois que le travail se fait en amont, se fait à l'intérieur de moi. Oui. Et lorsque ça arrive par ma main et par la plume, ça m'arrive fini. Je retouche rarement parce que c'est le dernier jet qui sort. Oui, parce que j'aurais l'impression enfin, je n'en ressens pas la nécessité. Oui. Et lorsque je retouche, j'ai peur d'alourdir et j'ai l'impression que j'alourdis, que je vais abîmer, que je vais me mentir. Voilà. Donc lorsque je dis ça y est, je me suis perdue, c'était par rapport à la question. Non, Crie-lance. C'était par rapport à Crie-lance. Et c'est vrai que j'écris très souvent, dans ces fulgurances, il y a des titres qui sortent. Oui. C'est ce qui s'est passé pour le tout dernier, pour l'ingratitude des oiseaux à bec. Nous parlions avec mon compagnon de oiseaux, je ne sais plus, on était sur une plage, je ne sais même plus. Et puis, bon, on est souvent en train d'un peu de délirer, et puis d'un seul coup, hop, c'est sorti, l'ingratitude des oiseaux à bec. Alors j'ai dit, je le note. C'est un titre de livre. ça me semblait évident. Oui. Et je l'ai mis de côté. Et puis, 2 ans après, j'ai repris ce titre qui me paraissait être exactement dans la lignée du livre que m'a demandé Jacques Flamand. Au vu de ce passé compliqué, le mot est très faible, pardonnez-moi, comment vous avez élevé vos enfants? Alors, je les ai élevés, certes pas comme j'ai été élevée, mais je les ai élevés de la même façon quand même au niveau de certaines règles. J'ai eu une éducation bourgeoise, donc fatalement. Alors, je précise, hein, ma mère était une famille de grande bourgeoisie, mon père était fils d'ouvrier, ouvrier lui-même au départ. Donc, j'ai été élevée dans le déséquilibre. Oui. C'était très, très difficile. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai peut-être eu tous ces problèmes aussi après. Et mes enfants, je les ai élevés avec des règles qui étaient relativement strictes, sauf qu'ils ont eu la chance de vivre en Afrique et d'être enfants et de naître en Afrique pour la dernière. Donc, ils avaient une liberté. Oui. Et beaucoup d'amour aussi, parce qu'en Afrique, moi-même étant née en Afrique, c'est l'amour qu'il y a. C'est l'amour, c'est l'ouverture d'esprit, et ça, c'était une évidence pour eux, et c'était le dialogue. Oui. Donc je suis très très proche de mes enfants,
Et votre passé n'a pas influé ils n'ont pas porté vos soucis au niveau, alors je n'ai surtout pas voulu, c'est d'ailleurs la raison, si ils ont forcément, puisqu'ils ont effectivement malheureusement assisté voilà, à des suicides qui n'étaient, bon, qui les ont traumatisés, ça c'est évident. Vous avez quel âge? J'ai 69, je vais avoir 69 ans. Eux, alors j'ai une fille qui a 50 ans, oui. J'ai un fils qui a 40 ans. Elle a le premier auquel elle a presque assisté, mais pas vraiment. Elle avait 6 ans, pas tout à fait. Et le dernier, c'était en 2007, donc elle avait 41 ans. Ça me touche beaucoup que vous en parliez, parce que je ne le savais pas. Oui. Donc, et je suis très émue parce que j'avance avec beaucoup de pudeur sur votre terrain quand même. Oui, oui. Mais, et en même temps, vous êtes vraiment quelqu'un explosif de vie, Oui, mais disons que je n'ai plus aucun problème à en parler parce que je crois que c'est très important d'en parler en public, d'en parler en témoignant pour les autres. En témoignant, je crois qu'on peut faire énormément pour les victimes, que ce soit le viol ou que ce soit les tentatives de suicide, ce qui est d'ailleurs assez souvent lié. Bien sûr. Et je crois que d'ailleurs, je fais partie d'une association qui est justement contre les violences faites aux femmes et donc contre les violences sexuelles. Et je pense que je voudrais pouvoir dire parlez-en, écoutez, et à tous les parents, repérez les petits signes qui peuvent éventuellement vous alerter auprès de vos enfants, parce que ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle société, qu'on soit riche, pauvre, bourgeois, catholique, enfin qu'on soit, peu importe, ça arrive, on sait que ça arrive, et que la personne qui est notamment violée ou qui se sent en danger parce qu'elle se sent coulée, et qu'elle risque éventuellement de se suicider, je pense qu'elle laisse toujours des traces. Elle met des tout petits cailloux qu'il faut savoir repérer, parce qu'ils sont souvent invisibles. Et je dirais toujours aux parents, parce que c'est quand même normalement les parents qui sont en première ligne, attention, surveillez. Alors c'est vrai que j'ai été très à l'écoute, alerter sans arrêt, à surveiller pour mes enfants. Ça, bien sûr. J'ai d'ailleurs une fille qui est psychologue. Ah, c'est bien. Peut-être d'ailleurs, est-ce aussi parce qu'elle a subi de sa maman, que ça a du coup dirigé effectivement sa carrière. Je ne sais pas, mais c'est très possible. Aussi. En tout cas, je pense que ceux qui vont nous écouter, et déjà moi-même, je suis très émue, je vous le dis. Quels sont les rêves d'Ève Delodec qui n'ont pas abouti? Avez-vous eu des rêves comme ça? On en a tous, sans que ce soit dramatique. Les rêves, à vrai dire, je les vis en permanence, mes rêves. C'est bien. Je vis, je dirais, j'ai un peu des vies parallèles. Je rêve, j'invente toujours, donc ce sont des rêves et... Vos livres et je les écris, donc je les vis, c'est une façon de les vivre, en fait, mes rêves. Si vous n'aviez pas écrit, qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que vous êtes parolière aussi, mais si vous n'aviez pas été parolière, écrivain, auteur, qu'est-ce que vous auriez fait? Honnêtement, je ne peux pas imaginer que je n'écrive pas. Ah, donc automatiquement, c'est impossible à imaginer. J'aurais fait... j'aurais certainement fait, j'ai fait d'ailleurs, j'ai travaillé dans différentes petites choses. Je n'ai pas une carrière professionnelle très grande, parce que j'ai été malade, effectivement. J'ai eu, disons, des séquelles de ces suicides, des dépressions, etc. Mais j'ai fait des petits boulots. Mais ça ne m'a jamais empêché d'écrire. Par contre, je ne considère pas que l'écriture soit, pour moi, un travail. C'est ma respiration. C'est ma façon de vivre. Je crois que si on me disait un jour, eh bien, on t'interdit, c'est terminé, tu ne peux plus écrire. J'ai peur d'Alzheimer pour ça d'ailleurs, parce que mais à ce moment-là, je ne me rendrais pas compte, donc c'est pas grave. C'est pas grave.
Mais ça serait dramatique, c'est me tuer. Ça serait me tuer, alors là, définitivement, de ne pas pouvoir écrire. En vous écoutant, je comprends mieux ce que vous aviez dit en 2015 au marché de la poésie. Quelqu'un vous avait demandé est-ce qu'il faut être en colère pour être insurgé? Et vous avez répondu, vivre ne suffit-il pas pour être insurgé? Et quelque part, votre vie, c'est une insurrection permanente. Absolument. Ma vie, effectivement, je l'ai toujours vue, en fait, comme une insurrection. D'ailleurs, très curieusement, j'ai retrouvé un petit carnet que où ma mère écrivait dès ma naissance, écrivait parce que les premiers vaccins, etc., mais écrivait des choses que je pouvais faire, que je pouvais dire, etc., ma progression. Et ce que je lis depuis pratiquement le début, depuis mes 1 an, c'était que j'étais toujours contre tout. Oui. J'étais une rebelle. Et Oui. elle écrit Ève est toujours une rebelle. Ève est toujours. Et elle a écrit ça jusqu'à mes 12 ans. C'était toujours la rebelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai eu ma fille aînée. Je l'ai eue à 17 ans. Oui. J'ai décidé d'avoir un enfant, donc à partir de l'âge de 16 ans, avec l'homme. L'homme, ça n'était pas un homme, nous avions 16 ans tous les deux. Nous avions décidé d'avoir un enfant et j'ai absolument tout fait pour être enceinte. Pendant 1 an et 3 mois, jusqu'au jour où j'ai été enceinte. Et là, ça a été bien évidemment la honte de la famille. Ma mère a voulu me faire avorter. J'ai dit, il n'en est pas question. Enfin, il y a eu de grosses, terribles disputes. J'ai quitté la maison. Je suis partie vivre dans un squat. J'ai gardé bien évidemment mon enfant. C'était l'enfant de l'amour. Il n'était pas question qu'on me le retire. Je comprends tellement de choses en vous écoutant. Voilà. Donc j'ai été, parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi on m'empêchait d'aimer puisque j'aimais. C'était pour moi normal. J'aimais. Je voulais un enfant, je me sentais excessivement mûre. J'étais mûre puisque depuis quand même des années et des années, j'étais aussi la mère de ma mère. Oui. Donc, voilà. Bien évidemment, je n'étais pas. C'est suicide. Voilà. Donc il y avait effectivement, il y a eu, ce sont mes fêlures, ce sont mes fractures, et de ces fractures sont nées des merveilles. Oui. Mes enfants sont mes merveilles, qui sont, je peux dire, nées effectivement de mes fractures, de ces fractures, beau, de ces. Vous avez donné la vie à partir de fractures. Oui, et je crois que, c'est vrai que c'est toujours un petit peu présomptueux de dire que ce qu'on écrit, c'est un peu comme un enfantement, mais malgré tout, mes livres naissent aussi de mes fractures, et c'est ce que je sais faire, en fait. C'est drôle parce que c'est émouvant aussi. J'avais préparé une question qui semble bête maintenant, parce que en vous écoutant, vous m'avez répondu. Je vous disais, vous écrivez avec bruit, et pourtant Oui. Il y a dans votre écriture des failles de silence, et c'est ce qui m'émeut. Pourquoi cette écriture à double fond? Au fond, vous avez vécu à double fond? Oui, absolument. Je suis ou l'un ou l'autre. Je suis le nord, le sud, je suis le blanc, le noir, mais je pense que c'est ça la richesse, c'est de ne pas être linéaire, de ne pas être horizontal, Puis de toute façon, vous avez... Mais c'est moi, en fait, c'est moi, donc je ne sais pas tricher. Donc, je crie lance. Oui. Je crie lance en permanence, en fait. Toujours pour être entendu, et je crois, et pour être aimé. Parce que c'est un immense besoin. J'ai besoin de donner de l'amour, mais abandon, aimer. Voilà. Oui. Depuis tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, jusqu'à maintenant, il y a ces 2 mots en résonance permanente. Complètement. Et vraiment, c'est ça, ce double fond, au fond. Peut-être le double fond de chacun de nous, mais vous, il a été exacerbé parce que vous êtes arrivé aussi. Oui, je pense. Je vous lis sur les réseaux. Vous vous intéressez à tout et à tous. Vous êtes très généreuse, Ève.
On vous pense en marge et pourtant vous labourez inlassablement votre territoire. Et j'ai l'impression que ce territoire, justement, il y a beaucoup de choses dans ce territoire. Au fur et à mesure de cette rencontre, nous nous découvrons tous. Oui. Enfin, peut-être que d'autres le savaient davantage que moi, mais nous découvrons Ève et de Lodèque. Et puis, ce territoire, vous avez encore à le piocher, à chercher dedans? Bien évidemment. Je crois que je suis un petit peu comme une tortue qui a une carapace sur son dos et c'est mon territoire. Donc en fait, je l'emmène partout, mais comme toutes les tortues, en fait, elles se refont des nouvelles carapaces qui grossissent de plus en plus. Et alors bien sûr, il y a le fond, hein, mon ventre est à l'air libre. Hein, Oui. Et on peut m'attaquer par en dessous. Mais au-dessus, je m'enrichis. Oui. Je m'enrichis et j'ai besoin effectivement de... Je suis curieuse. Oui, oui, je vois. La curiosité, mais c'est ça qui m'enrichit. Oui. On ne peut pas se nourrir de soi-même en permanence. Je veux dire, c'est bon, c'est de la masturbation, c'est pas possible. C'est du nombrilisme. Oui. Donc, bien sûr que je m'intéresse à tout. À tout. Et vous labourez votre propre à tout, quel grand mot. Je suis en éveil. Oui, voilà. en éveil, c'est joli. Mais il y a des moments où je suis absolument plus en éveil, où j'hiberne. Alors quand j'hiberne, là, je suis complètement rabougrie sur moi-même. J'ai besoin de me retrouver aussi. Voilà, ça, j'ai des périodes où j'ai effectivement besoin en me retrouvant en hibernant, de recharger mes accus. Mais c'est pour pouvoir redonner. J'ai besoin des autres. Oui. Je crois que j'ai un immense besoin des autres. Je vous ai vu sur scène. Ah! Et j'ai vu, vous aviez un pianiste, c'est votre compagnon qui joue la musique à côté de vous. Alors, était-ce à Caen? Je crois, oui. Alors à Caen, non, ça n'était pas mon compagnon qui joue aussi du piano, mais qui est plus guitariste. Oui, oui. Et non, lui, il était plutôt du côté de la caméra, de l'autre côté de la caméra avec son fils. Lui, il chante, il joue de la guitare. On peut dire son nom. Il compose. Michel Bonargent. Voilà, tout à fait. Pour moi, c'est Mitch. Oui. Voilà. Et une autre vidéo que j'ai vue aussi, qui est très... on a l'impression d'être dans un théâtre un peu style cabaret, et vous avez l'air d'une rockeuse hein, sur la scène. Vous êtes génial. Là. Alors, c'est vrai là que aussi, cette insurgée de vie qui change à chaque fois. Oui. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup être sur scène. Ça, je crois que c'est bon. Je tiens ça de mon père. Hein. On est des comédiens. Donc oui, il y a quand même une part. Je suis quand même comédienne. Ça, c'est évident. Hein. Est-on arrivé à débusquer un peu de Ève de Lodèque dans cette rencontre aujourd'hui? Ève de Lodèque, c'est Ève Sauze. Oui. C'est la même. Sauze étant mon nom de femme de mon ex-mari et Chapelle étant mon nom de jeune fille. Mais c'est la même. C'est Ève. C'est la même. C'est Ève. Et Ève a été entière et si elle nous a raconté beaucoup de choses. Oui, hein. parce que je suis absolument incapable de cacher en fait quelque chose. Je ne sais pas. Je ne veux pas. En fait, c'est pas que je ne sais pas. Je crois que tout le monde sait. Mais non, je veux pas. Je ne veux pas. C'est moi. Moi, je voudrais vous remercier parce qu'en venant, d'ailleurs, ça se sent. Je suis très émue pendant cette interview parce qu'il y a tout un pan que je connaissais un peu Mioré, mais vous voir en parler avec cette... le mot sérénité est exagéré, mais disons, avec cette façon de rassurer et de dire aux autres, soyez vigilants, etc., aux gens qui sont... Je dirais plus... Vous voir en parler avec cette... le mot sérénité est exagéré, mais disons, avec cette façon de rassurer et de dire aux autres, soyez vigilants, etc., aux gens qui sont... Je dirais plus... C'est pas... Oui, c'est peut-être un recul, mais je suis enthousiaste pour en parler. Voilà. Parce que... et moi, je reste sans voix. Voilà. Vraiment, je suis très émue, je vous le dis. Vraiment. Vous savez, comme à chaque rendez-vous de Jeanne, les questions fusent en direct. Vous n'êtes pas au courant des questions avant. Non. Comme à chaque fois aussi, je reçois l'autre. Ces mots en direct. Souvent aussi, je ne sais pas ce que vous allez me répondre. La preuve aujourd'hui, je ne sais jamais à l'avance où je vais. Et vraiment rencontrer quelqu'un, même si bien sûr je connais son nom et un peu de lui, c'est toujours une aventure. Oui. Mais à chaque fois, j'ai en moi comme une intuition d'un mot ou quelque chose qui pourrait le définir. Et à votre rendez-vous, à vous, avant même de venir, que vous veniez,
j'avais en intuition un mot, c'est le mot tenir. Et j'ai l'impression, Ève, que votre devise tient en un mot, tenir. Et vous tenez avec panache. Et vraiment, cela m'émeut beaucoup, parce que qu'est-ce que vous avez traversé quand même? Qu'est-ce que vous avez tenu? Oui, mais il y a tellement de gens qui traversent tellement de choses plus dramatiques. Je vais pas, bon, c'est très actuel, ce que nous vivons actuellement. Je pense à cette horreur de l'antisémitisme qui est en train de remonter d'une façon monstrueuse. Je suis juive de cœur, je suis juive par ma fille, puisque son père était juif, enfin est juif, ma fille est née, mais je me suis toujours sentie juive, mais de cœur, mais comme si je l'étais de corps. Mes parents qui ont fait de la résistance, mes parents m'ont toujours dit, tu dois te sentir juive. Et je me souviens que lorsque j'étais gamine au lycée, je disais à tout le monde, je suis juive, avec fierté, avec fierté, avec orgueil, et d'un air et ça voulait dire, ne me touchez pas, je sais me défendre. Bien, et maintenant, je veux le redire, parce que ça me broie le cœur, je ne veux plus de ça. Ça nous broie tous le cœur. Voilà. Oui. Donc ça, je tenais à le dire, parce que c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Je vous remercie de le dire, parce que c'est vraiment maintenant, comme vous dites. Voilà. Et ça me fait même monter les larmes aux yeux. Je vois. Et de toute façon, c'est quelque chose qui nous émeut tous. Oui, c'est très fort pour moi, c'est très très fort. Être obligé encore de redire donc tout ça. Donc plus jamais ça. Chère Ève, merci d'avoir accepté ce rendez-vous de Jeanne. Ce dernier livre, L'ingratitude des oiseaux à bec, aux éditions Jacques Flamand, avec la préface de Pierre Perrin, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai trouvé des passages. Et j'ai trouvé un passage qui est très beau. Vous écrivez « Je garde au fond des mots meurtris l'accent aigu, l'essoufflement des possibles et le vent suspendu à ceux qui ne savent pas s'enfuir et cerne au bleu l'enfance. » C'est très beau. Très, merci. Très beau. Je vous remercie infiniment, vraiment. Merci, merci. Je suis très émue. Je ne suis peut-être pas à la hauteur de cette interview, mais j'ai été très émue par la personne que vous êtes. Je savais votre générosité, je savais votre bienveillance, mais je ne savais pas ce parcours quand même lourd. Et en même temps, cette femme souriante en face de moi, qui est aussi une forme de rage de vivre. Et comme à l'habitude, nous finissons ce rendez-vous de Jeanne du 18 février 2019 avec la musique de générique d'Alain Ouareau. Mais je voulais vous dire merci. Merci encore. Merci Jeanne. Merci beaucoup. Merci. Merci.